des rapaces par centaines. Parmi eux, des milans exécutant leurs prouesses aériennes. À leur côté, évoluent des busards, au vol léger et gracieux. Ils se préparent à la prochaine saison des amours. En quelques années, l'environnement de ces rapaces a subi une profonde métamorphose. Mais c'est par des facultés d'adaptation exceptionnelles qu'ils ont su s'approprier leur nouveau cadre de vie. C'est le début du mois de mars. Pour se protéger du froid, nombre d'animaux et de plantes cherchent encore refuge sous terre. La menace est grande pour ceux qui ne peuvent pas fuir dans les airs. Comment, dans ces champs nus, se dérober à la vue des prédateurs? Rester en vie demande une vigilance de tous les instants. Ou bien une bonne cachette. Tapi au chaud dans son terrier, un hamster poursuit sa longue trêve hivernale. Lorsque la faim le tenaille entre deux courtes phases d'éveil, il pique dans ses réserves de nourriture engrangées à la fin de l'été. Elles lui serviront tout l'hiver jusqu'au dernier frimas du printemps. Le mois de mars s'achève et la vie reprend dans les champs. Un rapace a déjà fait son entrée en scène. Le milan royal est l'un des premiers oiseaux migrateurs de retour. Entre deux battements d'ailes, il plane en silence au-dessus du sol. Comme le busard, il repère ses proies visuellement. Il sait mieux qu'aucun autre flairer les bonnes occasions. La terre fraîchement labourée est un riche garde-manger. Le milan royal n'est présent qu'en Europe. C'est en Allemagne qu'on le croise le plus souvent. C'est ici, dans les champs, son terrain de chasse favori, qu'il repère le mieux ses proies grâce à sa vue perçante. On reconnaît le milan royal au plumage rouge-brun qui recouvre son corps et ses ailes. Il se caractérise également par une tête de couleur claire, deux zones blanches sous les ailes et une queue largement échancrée. D'avril à mai, les cultures qui jaillissent de terre offrent aux proies de nouveaux refuges. Pour le milan, la chasse se complique. Comment débusquer une proie dans ces champs de colza déjà hauts? Il a besoin de grands espaces ouverts pour chasser et des arbres pour nicher. La petite chapardeuse n'a rien à craindre du milan, trop grand et trop peu habile pour l'atteindre entre les arbres. Le plus souvent, il s'y réinstalle avec la même partenaire que l'année précédente. Pendant la couvaison, le mâle est celui qui, dans le couple, se consacre à la quête de nourriture. Outre les souris et les restes d'animaux, un autre animal constituait il y a encore peu l'essentiel des repas.
Il faut attendre la tombée de la nuit pour le voir apparaître. En cette fin avril, il est temps pour ce hamster de sortir enfin de sa longue léthargie. Presque 6 mois se sont écoulés sans qu'il ait quitté son terrier. Il a eu la chance de survivre à l'hiver. Faute de provisions, nombre de ses congénères meurent souvent de faim. Les récoltes toujours plus précoces les empêchent de stocker des quantités de céréales suffisantes en automne. À l'abri de l'humidité, elles sont pourtant l'unique source de nourriture pouvant se conserver tout au long de l'hiver. Pour échapper à ces prédateurs diurnes, tels que le milan royal, le petit rongeur chasse essentiellement de nuit. Mais même dans l'obscurité, le hamster doit se faire discret. D'autres animaux affamés sont aussi de sortie. Les jours se font à présent plus longs et plus chauds. L'orge d'hiver est la première céréale à sortir. Il est temps pour la biologiste allemande Claudia Purkauer d'aller rendre visite à ses protégés. Elle trouve en chemin des pelotes de réjection et des plumes. Mais celles-ci n'ont pas été laissées par une chouette. Claudia a retrouvé la trace de leur propriétaire. Il s'agit d'un busard cendré mâle. Cet oiseau gris, à peine plus grand qu'un pigeon domestique, se distingue par des ailes aux extrémités noires et une bande noire sur les rémiges secondaires. La femelle, de couleur brune, est reconnaissable à son masque facial blanc. Elle possède également une longue queue typique des busards. En préambule aux ébats amoureux, les mâles marquent leur territoire. Pour courtiser la femelle élue, les prétendants rivalisent d'égards. En lui offrant une souris, ce mâle démontre à sa future partenaire qu'il est habile chasseur et que la nichée aura de quoi manger. La présence de nombreux busards est le gage d'une année riche en souris. Lorsque celles-ci viennent à manquer, l'accouplement n'a pas lieu. Les futurs couples s'apprivoisent par de spectaculaires danses aériennes. Les busards cendrés ne nichent pas en colonies denses. Chacun tolère la présence de son prochain sur le même terrain, à condition de rester à bonne distance. La femelle conquise attire son prétendant par de petits cris stridents. Bien qu'un large choix de partenaires s'offre à eux, les couples restent strictement monogames durant toute la saison de reproduction. Le mâle part aussitôt monter la garde, car non loin de là, un autre chasseur rôde. Le renard a lui aussi besoin d'une quantité suffisante de souris pour nourrir ses petits.
L'hiver a été doux, les petits rongeurs sont là en nombre. Contrairement aux loups qui étranglent leurs proies avant de les ramener à leurs petits, les renards les laissent vivantes. Grâce à la profusion de souris, les renardeaux bénéficient de conditions idéales pour leur croissance. Le milan royal ne pourrait pas s'attaquer à des proies aussi grandes que les jeunes renards. C'est à proximité des lacs et des rivières qu'on le croise le plus souvent, car il est aussi bon pêcheur. La femelle, quant à elle, garnit le nid de papier, de chiffon et parfois de bouts de plastique. Mais en cas de pluie, ces derniers créent une retenue d'eau qui expose les oisillons aux maladies. Tandis que la femelle monte la garde, le mâle découvre un riche butin. Charognes et déchets organiques constituent aujourd'hui une part importante de l'alimentation des milans royaux. Mais le busard repousse l'intrus. Plus grand mais plus léger, le milan doit passer son chemin. Pour ne pas rentrer bredouille, le mâle offre à sa partenaire les restes d'une ancienne proie, un moyen pour lui de maintenir son statut de bon père de famille. La forêt tout entière renaît à la vie. Pendant que sa mère prend son repas, le faon se réfugie en lieu sûr. Ce n'est qu'au moment de la tétée que la mère et son petit se retrouvent. Le milan royal n'est pas une menace pour le jeune faon. L'oiseau trouve le poisson bien plus à son goût. Les champs et les rivières lui offrent d'immenses étendues ouvertes. Ce chasseur opportuniste tire avantage de tout ce qu'il y trouve. C'est qu'avec le développement des techniques de culture moderne, les rongeurs se font parfois rares. Les monocultures qui s'étendent aujourd'hui de toutes parts offrent de moins en moins de refuges et contiennent pour la plupart des produits toxiques. Pour le hamster, ce sont d'immenses espaces de vie qui disparaissent. Les apparitions du petit rongeur sont devenues rares, et encore plus de jour. Mais pour un instant de conquête, ce mâle a fait une exception. Le reste du temps, les contacts sont rares entre ces animaux solitaires. La femelle ne le tolère qu'un court instant à ses côtés. Passé les ébats, à chacun son chemin. Pour cette biche qui allaite, les champs verdoyants sont une source de nourriture précieuse. L'orge d'hiver est la seule céréale encore haute, n'ayant pas été fauchée. Dans la prairie d'à côté, c'est déjà chose faite.
busard cendré trouve ici de quoi construire son nid, mais plus d'endroit où nicher. L'espèce s'installait autrefois dans les zones humides et les prairies, mais l'assèchement des terrains et le fauchage précoce des prairies l'ont obligé à investir d'autres milieux. Le busard a su s'adapter à la métamorphose de son environnement et niche aujourd'hui dans les champs d'orge, de blé et de colza. Sans la culture de ces céréales, l'oiseau aurait depuis longtemps disparu de nos régions. Les proies de la taille d'un lézard sont les plus appréciées des busards. Les lièvres adultes sont trop gros. Ce busard mâle entame une approche, mais uniquement pour chasser les importuns de son territoire. Partout dans les prairies, les faucheuses sont à l'œuvre. Busards, buses et milans royaux ne sont pas loin. Comme après le labour quelques semaines plus tôt, la terre dévoile d'abondantes richesses. Comme cette souris, soudain à découvert. La biche avait laissé son petit ici. Mais où donc a-t-il bien pu passer ? Afin d'épargner les busards cendrés et leurs nids, des défenseurs de la nature collaborent depuis quelques années avec les agriculteurs locaux. Ces derniers les alertent lorsqu'ils suspectent la présence de busards dans leurs champs. Ceux qui acceptent de ne pas faucher les parcelles concernées obtiennent en échange d'autres terrains. L'orge d'hiver est encore verte. Aucun danger ne menace les nids pour l'instant. Les busards ont tout juste pondu leurs œufs, le plus souvent au nombre de 3 ou 4. Pour Suzanne Janowski, doctorante en biologie, l'heure est venue de mener l'enquête. La chercheuse aimerait en savoir un peu plus sur le profil des oiseaux et leurs habitudes. Combien d'individus sont présents ici et d'où viennent-ils ? Sont-ils fidèles à leur lieu d'origine ? Et qui sont les géniteurs ? Cette punaise devrait la mettre sur la voie. Première étape, dissimuler l'insecte dans un œuf. L'œuf est percé de trous, mais ils ne servent pas qu'à l'aération. La biologiste scrute les nids. Elle attend qu'une femelle parte. C'est le moment d'en profiter pour déposer l'œuf espion dans le nid.
De retour dans le nid, la femelle est piquée par la punaise qui se gorge de sang. Pour ses recherches, la biologiste va réitérer l'opération dans plusieurs dizaines de nids. Une fois la femelle repartie, Suzanne récupère l'œuf. L'abdomen de l'insecte est rempli de sang, reste à présent à l'analyser. Un autre rapace fait soudain irruption. Il s'agit d'un busard des roseaux. Doté d'un gabarit bien supérieur à celui du busard cendré, ce lointain cousin n'est pourtant pas le bienvenu. Champs et prairies fraîchement fauchées comptent également parmi ses terrains de chasse favoris. Mais lui ne niche que dans les zones humides, dont l'assèchement progressif a entraîné un net déclin de l'espèce. En période nuptiale, les mâles redoublent d'égards pour les élus de leur cœur. Le busard des roseaux est depuis longtemps victime des bouleversements de son milieu. Mais l'interdiction du DDT, un insecticide toxique, et la mise en place de zones protégées ont permis un nouvel accroissement de ses effectifs. Comme chez tous les busards, la femelle est plus grande et plus lourde que le mâle. D'une taille supérieure à celle du busard cendré, le busard des roseaux présente aussi un plumage plus contrasté. On le reconnaît à la couleur claire de sa queue et du dessous des ailes. Seules les extrémités sont noires. L'espèce se distingue également par une culotte brun-rouge. C'est loin des regards que ce couple a installé son nid. Les œufs ont éclos 3 semaines plus tôt que ceux des busards cendrés. Le père est là aussi le principal pourvoyeur de nourriture. Cette fois, il vient simplement s'assurer que tout va bien. Ce tarier des prés se tient sur ses gardes. Lui aussi a une famille à nourrir. Mais avec le busard des roseaux dans les parages, ces oisillons pourraient rapidement atterrir dans le mauvais nid. Point d'amour fraternel entre ces jeunes busards. Comme chez de nombreux rapaces, c'est la hiérarchie du bec qui régit le nid, ne laissant au dernier né qu'une maigre chance de survie. Ce n'est pourtant pas faute de les nourrir. Leurs parents chassent tout ce qu'ils trouvent. Ces lièvres adultes sont trop lourds pour eux. Mais les levreaux, eux, font l'affaire. Ils sont le plus souvent tapis dans l'herbe, loin de leur mère. Il suffit d'un mouvement pour que les rapaces les débusquent. Même pour le plus grand des busards d'Europe, une telle prise reste exceptionnelle. La mère, qui vient de remarquer l'attaque, tente d'intervenir. Mais il est trop tard. La seconde fauche des prairies a lieu au début de l'été. Les céréales ont elles aussi atteint une hauteur conséquente. Bientôt viendra le temps de la moisson.
la biologiste Claudia Purkauer est de retour sur le terrain. Elle cherche les nids des busards dans les herbes hautes et pour cela, elle recourt depuis plusieurs années à des drones. Par cette technique, elle évite de créer des passages trop visibles vers les nids et ainsi d'exposer les oiseaux aux prédateurs. Ces oisillons fraîchement éclos survivront-ils ? Informé de la présence des nids dans son champ, l'agriculteur ne moissonnera pas à moins de 50 mètres de distance du nid. Une autre parcelle de taille équivalente ou une indemnisation lui seront allouées en échange. Mais une menace plus grande encore pèse sur les oisillons. Ce renard a-t-il des nids en vue ? C'est de lui que les jeunes oiseaux ont le plus à craindre. Mais l'animal a, semble-t-il, flairé autre chose. Il pratique ici une technique de chasse bien à lui, le mulottage. Comme le hamster, il stocke la nourriture. Mais faute de joues proéminentes, il applique une autre stratégie. Il camoufle son butin. Puis repart en chasse. S'il ne trouve plus rien, il retourne exhumer ses trésors. C'est avec le plus grand nombre de souris possible qu'il rejoint son terrier. Une méthode qui lui permet d'économiser temps et énergie. Une année riche en souris présente un double avantage pour les busards. Elle est l'assurance d'une nourriture abondante pour eux-mêmes, mais aussi pour les renards, qui du coup n'ont pas besoin de se rabattre sur leur nid. Pour Claudia Purkauer et son équipe, ce n'est pourtant pas un gage de sécurité suffisant. Afin d'empêcher l'intrusion des renards, un assistant dispose un filet de sécurité autour des nids, préalablement détecté par drone. Les busards cendrés semblent bien tolérer la présence des filets. À des fins de comparaison, certains nids n'ont pas été protégés. Les chercheurs s'interrogent sur l'efficacité des filets. Pourrait-il avoir des effets négatifs, par exemple en détournant les parents de leur nid ? Sans protection et malgré les attaques ponctuelles des renards, les oisillons survivraient peut-être en plus grand nombre. Ce milan royal tient entre ses griffes un trophée rare, un petit oiseau. Une prouesse dont il n'est capable qu'en milieu ouvert. Après 40 jours au nid, les jeunes milans sont déjà presque capables de voler. Avec environ 18 000 couples nicheurs, l'Allemagne compte plus de la moitié de la population mondiale de milans royaux. Mais même ici, trouver un nid rempli de jeunes oiseaux ne va pas de soi. Le nombre des nichés se réduit, un phénomène que les défenseurs de l'espèce attribuent au déclin de la biodiversité, accéléré par l'extension des monocultures. Autre facteur aggravant, l'utilisation de produits chimiques qui favorisent la croissance des céréales et restreint la visibilité au sol des milans. Sachant que pour d'autres, la fauche des prairies présente un terrain d'entraînement idéal. Pour ce hamster, en revanche, un problème se pose. Comment chercher de la nourriture sans être vu ? Âgés de 4 jours, ces petits sont encore aveugles et sourds et entièrement dépendants de leur mère. Si elle se fait prendre, aucun ne survivra.
Pour assurer leur descendance, les hamsters adoptent une stratégie commune à tous les petits rongeurs, la famille nombreuse. La femelle donne naissance à 2 portées par an, comptant chacune jusqu'à 18 bébés. Tous ne survivent pas au froid, aux prédateurs ou au manque de nourriture, mais sur le nombre considérable des petits, il reste toujours quelques rescapés. Difficile pour cette mère de se défaire des petits goulus. Or, être à la tête d'une grande famille demande des forces. Il est temps pour elle d'aller manger, que cela plaise ou non. Sortir en plein jour est particulièrement risqué. Elle doit redoubler de vigilance. En effet, les jeunes renards rôdent encore dans les parages. Estimant l'opération trop risquée, elle rentre à l'abri et décide de déménager aussitôt toute la maisonnée pour écarter sa famille du danger. Tout est prévu pour cette opération. Le terrier d'un hamster comporte toujours plusieurs chambres reliées par des galeries. Juillet. L'orge d'hiver est arrivée à maturité. Les jeunes busards cendrés sont à présent suffisamment grands pour être bagués. Claudia Purkauer retrouve rapidement les nids grâce aux données GPS collectées quelques semaines plus tôt. Ce nid n'avait pas été protégé. Les oisillons ont pourtant tous survécu. Lors de la moisson, l'agriculteur contournera le nid en respectant une certaine distance. Le bagage permet d'identifier chaque individu. Cette pratique donne la possibilité aux ornithologues de connaître l'âge et la provenance de chaque oiseau, peu importe où il se trouve. Depuis quelques années, le taux de reproduction des busards cendrés est de nouveau en hausse. Et depuis peu, l'espèce est revenue nicher dans des régions d'où elle avait depuis longtemps disparu. Peu à peu, tous les épis de céréales arrivent aussi à maturité. Au cours des dernières semaines, la mère hamster a eu fort à faire. Ses petits sont encore dépendants d'elle, mais gagnent chaque jour en autonomie. Elle peut de nouveau réserver sa quête de nourriture aux heures plus sûres de la nuit. Elle n'a que quelques pas à faire pour trouver tout autour d'elle de généreux épis. Les jeunes sont eux aussi de sortie. Les hamsters ne sont pas strictement végétariens. Entre 2 épis, une sauterelle fait aussi l'affaire. Tandis que les uns suivent docilement leur mère, d'autres se montrent plus audacieux et chanceux. Pour cette fois, la chouette effraie gâte sa progéniture avec un campagnol.
Le lendemain, c'est un autre monde qui attend les hamsters. Un bouleversement auquel tous ne survivront pas. Il ne faut que quelques heures aux moissonneuses-batteuses modernes pour mettre un champ à nu. Plus d'échappatoire possible. Eux ont été épargnés. Les jeunes busards cendrés sont à présent capables de voler. Leur mère les entraîne à capturer des proies. C'est avec cette même technique qu'ils pourront un jour approcher leur futur partenaire. Ils doivent peu à peu apprendre à se débrouiller seuls, car dès la mi-août, ils s'envoleront pour l'Afrique. Le vent d'automne s'engouffre dans les éoliennes. Les busards cendrés ont depuis longtemps pris la route. Arrivé le premier, le Milan Royal est le dernier à partir. Sous les éoliennes, les terres en friche riches en nourriture attirent de nombreux oiseaux, avec des conséquences parfois dramatiques. Contrairement aux oiseaux de petite taille, les milans ne sont pas toujours capables d'éviter les pales. Chaque année, les éoliennes tuent environ 300 d'entre eux. L'automne venu, les oiseaux forment d'immenses nuées. Pour les milans, l'heure n'est plus à la conquête territoriale. Il est temps à présent de trouver des compagnons de route. Au plus tard, en octobre, ils s'envoleront vers l'Espagne ou plus au sud, puis reviendront ici l'an prochain pour nicher. En prévision du grand départ, les rapaces se rassemblent dans une colonne thermique. Profitant des courants ascendants chauds, ils parcourent chaque jour entre 50 et 200 km. Ici, en Allemagne, les cultures sont depuis longtemps en sommeil. Et la neige qui les recouvre rend plus difficile encore la recherche de nourriture. Mais pour ce busard Saint-Martin, venu des régions froides du nord de l'Europe, l'Allemagne est une parfaite station d'hivernage. Il niche habituellement de l'Irlande jusqu'à la péninsule du Kamtchatka et sur les îles isolées de la mer du Nord. Mais à cette période de l'année, les températures y sont glaciales. Sa ressemblance avec le busard cendré est quasi parfaite. Mais quiconque aperçoit en hiver un gracieux oiseau gris au-dessus d'un champ est assuré qu'il ne s'agit pas d'un busard cendré. Car lui est déjà loin. Dès le mois d'août, il a quitté l'Allemagne pour rejoindre le Sénégal, à presque 5000 km de là. Là-bas, la technique de chasse est la même. Après quelques battements d'ailes, les oiseaux relèvent leurs ailes en V pour planer dans le vent. C'est visuellement qu'ils repèrent leur proie. Ici aussi, les chercheurs les observent depuis longtemps. Parmi eux, la biologiste Almut Schleich et son collègue Jan Cox. Les vautours, qui comptent également parmi les rapaces, séjournent ici toute l'année. Eux n'ont nul besoin de migrer, car ils trouvent partout des charognes, notamment là où le bétail se déplace librement. Les points d'eau sont en revanche plus rares et attirent de nombreux animaux. C'est là qu'Almut et Jan espèrent trouver des busards en premier. Les voici. Depuis de nombreuses années déjà, la répartition et les déplacements des busards cendrés en Afrique font l'objet d'observations et de relevés.
car à quoi bon s'évertuer à les protéger en Europe s'ils meurent une fois qu'ils sont ici, sur le continent africain? Ce chacal est manifestement non grata. Comme le renard en Europe, il est ici l'ennemi numéro 1, car il s'en prend même aux busards adultes. C'est la nuit, lorsqu'ils sont endormis, que les oiseaux sont les plus vulnérables. Il ne cherche pour l'instant qu'à se rafraîchir, mais une fois le soleil couché, il passera à l'attaque. Les chercheurs voudraient notamment savoir de quoi se nourrissent les busards. Les souris sont ici une denrée rare. Pour cela, ils cherchent des indices dans les excréments et les pelotes de réjection des oiseaux. Ils y trouvent le plus souvent des restes de sauterelles et d'autres insectes. Au Sénégal, les busards font appel à leur capacité d'adaptation et modifient leur régime alimentaire. Chasseurs de souris en Europe, ils deviennent chasseurs d'insectes en Afrique. Avec tous les risques que cela comporte. Pour lutter contre les invasions d'insectes, certains pays d'Afrique recourent encore au DDT, un puissant insecticide. Les scientifiques voudraient sensibiliser les populations locales à d'autres méthodes moins toxiques pour la faune et la flore. Seule une réglementation internationale permettrait de protéger efficacement les busards cendrés et d'autres espèces migratrices. Ce n'est qu'à cette condition que milans et busards survivront et continueront de livrer leur majestueux spectacle dans le ciel d'Europe et d'Afrique.